Alors, qu'est-ce qui mène un physicien à créer un adaptateur vidéo pour une Game Boy de 1989? A priori, Tetris. Dans cette présentation, Sébastien va nous montrer comment il a pu créer un mode de cartouche Game Boy qui est utilisé comme un adaptateur vidéo USB. Sébastien, la scène est à toi parce que je veux vraiment voir ça. Ok, merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tout le monde de me laisser cette chance de présenter ici, c'est incroyable. Alors, brièvement, je vais expliquer ce que vous allez voir aujourd'hui parce que j'ai des démos en live à faire. Ce dont je vais parler aujourd'hui, ce dont je veux parler, c'est on va reconstruire des images de jeu à partir du bus mémoire de la Game Boy. Le titre plus court, c'est le GB Interceptor. C'est un projet open source que j'ai fait qui fait exactement ce que dit le titre plus long. Ce que vous voyez ici sur la caméra, c'est une Game Boy très modifiée, mais ça marcherait aussi avec cette Game Boy originale de mon enfance. C'est presque exactement la Game Boy de mon enfance. Mes parents m'ont toujours interdit de jouer pendant plus d'1 heure. Et donc le fait de pouvoir montrer des Game Boy que pendant 1 heure, c'est un petit rappel de mon enfance. La raison pour laquelle je montre cette Game Boy ici, c'est parce qu'elle a été modée avec un écran moderne qui sera simplement plus facile à voir pendant la démonstration. Mais tout ce que je peux montrer marche sur une Game Boy sans aucune modification. La carte mère de la Game Boy que vous voyez ici n'a pas été modifiée. Très souvent, quand on voit des cartouches qui modifient la Game Boy, on les voit souvent ressembler à ça. Et c'est ce que j'ai ici, simplement avec une cartouche imprimée en 3D. Enfin, un case imprimé en 3D. L'idée ici, c'est que quelqu'un qui veut enregistrer la vidéo de sa Game Boy non modifiée, eh bien, cette personne peut utiliser cet adaptateur entre la cartouche et la Game Boy, et sans modification de hardware de leur Game Boy, qui leur est probablement très cher parce qu'elle vient de leur enfance. On va mettre un meilleur cadrage ici. Je viens d'insérer Tetris. Et alors évidemment, ça ne marche pas quand je le monte. Là, c'est parce que je viens de le débrancher. Alors attendez, on va le reconnecter. Ok, est-ce que là ça marche? Si ça ne marchait pas, je ne serais pas là. Donc d'habitude ça marche. Alors pendant que ça essaye de marcher, je vais expliquer pourquoi je fais ça. Ah ok, c'est bon, ça marche. Alors, si vous connaissez un petit peu le monde du rétro gaming, vous savez que bien sûr on a des émulateurs qui peuvent streamer ou enregistrer ça. On a aussi le GB Operator qui est en quelque sorte un émulateur mais qui prend des cartouches physiques. Qui, d'ailleurs c'est intéressant, ça a les mêmes lettres, aucun rapport avec la trademark. Bien sûr on a des clones modernes de la Game Boy, que le LM Pocket. Il y a aussi des modes hardware qu'on peut faire à la Game Boy, par exemple pour faire une sortie HDMI. Et à cette liste, j'ajoute le GB Interceptor. La raison simple, et quelqu'un m'a contacté à propos de Tetris, comme ça a été dans l'introduction. Il voulait faire des tournois de Tetris et tout le monde ramenait sa propre Game Boy sur laquelle les gens se sont entraînés. Et ils veulent garder cette mémoire musculaire. On ne peut pas demander aux gens d'utiliser une autre Game Boy ou de modder leur Game Boy juste pour du stream. Et donc, ils m'ont demandé s'il y avait une solution et j'ai fait ça. En toute honnêteté, moi, je n'ai pas encore streamé quoi que ce soit, à part ce talk ici. Pour moi, c'est purement de la curiosité de comprendre comment ça pourrait marcher. Et je me suis énormément amusé, j'aime mieux vous le dire. Alors, comment est-ce que ça, c'est possible? La partie importante, si vous me demandez, est-ce que je pourrais faire ça aussi sur la PlayStation ou autre? Bon, la PlayStation est sortie HDMI, donc c'est pas la peine, mais la chose importante, c'est que la Game Boy n'a pas de cache. Le CPU lit directement depuis la ROM ou une mémoire externe et il peut lire aussi vite depuis la ROM que depuis sa RAM. Donc il n'y a aucune raison pour la Game Boy de charger le code de la ROM en RAM pour l'exécuter plus vite. Ce n'est utile que si vous voulez modifier le code dynamiquement. Donc dans la plupart des cas, le code est exécuté directement depuis la cartouche.
Bon, bah là, les haut-parleurs viennent de s'éteindre, mais je continue à parler quand même. Donc, la Game Boy exécute le code ou la plupart du code directement depuis la ROM. Et tout le bus mémoire est simplement un bus partagé entre la cartouche et la mémoire interne. Pas entièrement. Il y a une opération de DMA qui peut splitter les opérations, mais pour la plupart des opérations internes, on ne peut pas voir les données transférées, mais on peut voir les adresses à partir desquelles la Game Boy fait une lecture. Ça veut dire que la plupart du temps, on peut simplement regarder ce qu'il y a sur le bus et savoir exactement ce que fait le CPU à ce moment-là, quelles instructions il reçoit. Donc, dans cette présentation, je vais vous donner une vue d'ensemble du hardware du GB Interceptor, et ensuite on va regarder quelques détails de comment est-ce qu'on a recréé la mémoire à l'intérieur, comment est-ce qu'on émule la partie graphique de la Game Boy, et quelque chose qui est peut-être un autre sujet, mais comment est-ce qu'on fait l'encodage MJPEG sur le microcontrôleur. Donc on commence bien sûr avec la cartouche. Ok. Alors j'avais cette animation depuis une vidéo YouTube que j'ai fait il y a longtemps là-dessus, mais il y a des trucs que j'ai créés juste pour ce talk aussi, donc ça va être cool. Donc il y a 32 pins sur une cartouche, une alimentation, ça c'est pas quelque chose qui est très important pour nous. Le GB Interceptor utilise la puissance qui vient du port USB, mais ça permet de savoir si la Game Boy est allumée ou pas. La partie plus importante, c'est ces 4 pins-ci, la clock. Donc on a un signal à chaque fois que quelque chose est écrit ou lu depuis la mémoire. C'est un bus à 1 MHz, donc 1 million de fois par seconde. On a un signal montant sur la clock. Et ces deux autres pins qui nous disent si c'est une lecture ou une écriture. Chip Select qui permet de dire à la cartouche si ce qui se passe, ce tour d'horloge, c'est pour la cartouche ou pour quelqu'un d'autre. Ensuite, on a 16 pins pour l'adresse, c'est une adresse 16 bits. Donc ça peut adresser jusqu'à 64 kilooctets de mémoire. Et ensuite, on a 8 pins pour les données. Donc imaginez juste 1 million de fois par seconde, il y a un signal montant sur la clock. Au moment où ce signal montant est là, les 16 bits d'adresse ont été mis à des valeurs particulières par la Game Boy, ce qui donne une adresse. Et selon que c'est une lecture ou une écriture, la cartouche va set ces 8 bits pour que la Game Boy reçoive 8 bits de données. Donc pour connecter notre microcontrôleur, j'ai conçu ce PCB. La première chose que j'ai mentionnée, c'est que c'est open source, donc le design est accessible. Alors, peut-être que c'est pas tout à fait assez ouvert. Les gens qui veulent avoir cette board, c'est peut-être un peu trop ouvert, pardon. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter sur AliExpress par quelqu'un qui n'est pas du tout affilié à moi, mais au moins c'est pas cher d'acheter une copie de cette PCB imprimée. Donc sur le PCB, on a ce côté-ci qui ressemble exactement au pin de la cartouche, puisque c'est ce qui se connecte à la Game Boy. Et ici, vous avez des points sur lesquels vous pouvez souder quelque chose. Et ici, on va souder un slot pour mettre une cartouche. C'est quelque chose que vous pouvez acheter facilement sur le marché ouvert. Vous pouvez juste acheter cette pièce et la souder dessus sur le PCB. Et ces deux sont reliés électriquement directement. Il n'y a rien entre les deux. Donc ça c'est important. Même si je ne branche pas l'intercepteur ou si je supprime le microcontrôleur mécaniquement, je l'arrache avec un tournevis de l'intercepteur, il n'y aura aucune interférence entre le jeu, la cartouche et la Game Boy. Donc le nom GB Interceptor est un petit peu un mauvais nom. On devrait plutôt dire que c'est un espion, GB espion, mais ce serait moins cool, donc voilà, j'ai dit Interceptor. Et la seule chose intéressante dans ce PCB, c'est que j'ai ajouté des transceivers ici qui me permettent de me connecter au signal du bus de données à un RP 2040. Si vous ne connaissez pas le RP 2040, c'est le microcontrôleur d'un Raspberry Pi. Ceci n'est pas un Raspberry Pi. Si vous ne connaissez pas le Raspberry Pi Pico, le Raspberry Pi, c'est un SBC, un ordinateur sur une seule borne. Là, c'est pas ce qu'on a ici. Quand la fondation Raspberry Pi a sorti le Raspberry Pi Pico, c'est juste un microcontrôleur
Et le RP 2040, c'est le microcontrôleur sur le Raspberry Pi Pico. Si vous connaissez le Raspberry Pi Pico, presque tout le design du GB Interceptor est inspiré des manuels du Raspberry Pi, de la Raspberry Pi Foundation à propos du Raspberry Pi Pico. Moi, je ne suis pas un ingénieur en électronique, donc j'ai plus ou moins cloné le Raspberry Pi Pico avec leur exemple minimaliste, avec ici un oscillateur, un régulateur de tension. Tout ce que j'ai ajouté ici, c'est les transceivers pour le bus, qui me permettent de me connecter au bus mémoire. La raison pour laquelle j'ai pris un RP 2040, vous n'avez pas besoin de lire tous les schémas ici, mais c'est dessus. J'ai highlighté ici ce qui est intéressant. La raison, c'est ces deux petites choses ici qui sont des PIO, c'est des IO programmables. Et ça, c'est entre les corps du CPU et le GPIO. Et ça me permet de connecter le bus mémoire au GPIO. Le RP 2040 pourrait lire sur ce bus, mais le problème, c'est qu'il faudrait lire une interruption toutes les 1 milliseconde par seconde à cause du bus à 1 MHz, ou alors il faudrait observer le signal de clock, et ça prendrait énormément de cycles. Le RP 2040 est un petit peu trop lent. À la place, les PIO, les IO programmables, peuvent s'occuper de ça. C'est tout simplement des machines à état programmables. On a donc 4 PIO qui ont donc 8 state machines, et ça on peut les connecter directement aux pins GPIO qui sont connectés au bus. Et là on a simplement besoin de 4 instructions. Ce sont des petits micro ou nano-ordinateurs, ils sont très très bêtes, hein, mais tout ce qu'ils peuvent faire c'est quelques instructions. Et elles ont à voir avec le fait de lire des choses sur les pins du GPIO et de pousser le résultat dans une queue. Et c'est tout ce dont on a besoin ici. Ça prend juste 4 instructions pour que la machine à état puisse observer la clock de la cartouche et de ça lire les 32 pins à chaque fois qu'il y a un signal montant sur la clock. Et de pousser ces 32 bits directement dans une queue pour que le CPU puisse lire ça quand ça l'arrange. Donc il n'y a pas besoin d'interruption ici. Le CPU peut gérer ses propres événements et quand ça l'arrange, il peut lire ce qu'il y a dans la queue. La seule contrainte, c'est qu'il ne peut pas avoir plus de retard à lire la queue que la taille de cette queue, qui ici n'est que de 4 instructions. Mais c'est suffisant dans notre cas. Même si on a du processing un peu lourd, on ne se retrouve pas trop derrière, en tout cas dans mon cas. Alors, le CPU maintenant, le RP 2040, a 3 choses à faire. La première chose, c'est d'interpréter ces événements du bus qui ont été chargés dans la queue par les PIO. Et il faut recréer la VRAM de la Game Boy. J'expliquerai dans 3 slides pourquoi on doit faire ça. Il y a cette partie dans la mémoire de la Game Boy dont le but est de déterminer ce qui est affiché à l'écran. Et nous, on a besoin d'avoir une copie de ça. On ne peut pas le voir directement sur le bus, mais on peut voir les adresses à laquelle la Game Boy essaye de lire ou d'écrire dans la VRAM. Donc, c'est pour ça qu'on doit recréer cette VRAM en se basant sur les instructions qu'on voit passer sur le bus pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans la VRAM. Le deuxième corps doit émuler le système graphique qu'on appelle le PPU, Picture Processing Unit, qui a pour tâche de générer l'image à partir de l'état dans la VRAM. Et avec ce qui reste, donc on a utilisé 2 corps, il faut encore avec ça faire de l'encoding en MJPEG et gérer la communication USB. Ce qui est sympa, c'est que d'un point de vue rétro gaming, l'interceptor, c'est tout simplement quelque chose qui peut être connecté à n'importe quel système, puisque on agit comme une caméra vidéo. On respecte le standard USB Video Class. D'ailleurs, je peux vous le montrer très littéralement ici. On peut l'utiliser littéralement comme une webcam. Vous avez peut-être déjà vu ceci. Ça, c'est une Game Boy caméra. C'est une des plus anciennes webcams grand public, en tout cas. Une que j'avais moi-même dans mon enfance. Ça se branche bien sûr dans l'autre sens, puisque le chip interceptor inverse les directions. Si je tourne ça, vous inquiétez pas, c'est pointé vers vous, vous inquiétez pas, d'un point de vue vie privée, la résolution est trop basse pour qu'on vous connaisse. Mais vous pouvez connecter ça dans n'importe quel système Linux, macOS, Windows, même Android d'ailleurs. Et si on va en mode caméra ici, vous pouvez simplement, vous me voyez toujours ici, n'est-ce pas ?
Donc, c'est peut-être un petit peu trop tard après la pandémie quand tout le monde faisait des conférences vidéo, mais si vous faites encore de la conférence vidéo, utilisez ça comme webcam, c'est super. Et donc, comme je l'ai dit, ça marche parfaitement avec tout ce que j'ai essayé de faire sous Linux, Android, Windows, macOS. La seule chose, c'est que sur Android, il faut que ça soit supporté en tant que caméra externe, et toutes les applications n'acceptent pas ça, elles pensent juste aux caméras internes. Donc certaines apps, la plupart des apps ne marchent pas avec ça, mais c'est pas un problème de driver, c'est juste que les applications généralement ne pensent pas qu'un téléphone puisse avoir une webcam externe en USB. Donc maintenant, on a parlé de trois choses, et la première c'était de recréer la VRAM à partir des événements sur le bus. Deuxième, c'était l'émulation du PPU, et ensuite l'encodage MJPEG. Alors, je dois commencer par un petit peu de théorie ici. Je vais garder ça le plus simple possible. La mémoire interne, le bus mémoire d'une Game Boy a à peu près tout qui est mappé dans ces 16 bits d'adressage. La moitié basse, c'est directement la ROM. Donc ça, c'est quelque chose d'externe, c'est ce qui vient de la cartouche, ça vient à travers le GB Interceptor, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Certains jeux ont aussi de la RAM externe, donc ça, ce serait aussi visible à notre équipement ici. Mais on a aussi la VRAM, ça c'est ce que nous, on veut voir. Et c'est pas accessible, parce que c'est quelque chose d'interne à la Game Boy. On peut voir les adresses, oui, mais pas les données. Pareil pour la RAM de travail. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle le OAM, Object Attribute Memory, la mémoire des attributs des objets. Ça, c'est juste 160 octets, et ça sert à savoir où sont les sprites à l'écran. C'est aussi important à recréer pour savoir quelles images sont affichées à l'écran. Donc, j'ai besoin de ça aussi. Et dans ce talk, par simplification, quand je dis VRAM, je veux dire à la fois la VRAM et l'OAM, les quelques octets à la fin, qui servent aussi à savoir ce qui va être affiché à l'écran. C'est important aussi de dire que l'IO fait aussi partie de ce bus. Si j'appuie sur un bouton, c'est pas visible sur le GB Interceptor, c'est une partie interne, mais les adresses sont quand même mappées à des registres spécifiques dans cet espace de 16 bits d'adressage. Il y a aussi le câble Link, je parlerai de ces trucs-là dans un autre slide. Donc, ce qu'on doit faire, c'est observer ce que le CPU fait, et ensuite, pour cette moitié haute de la mémoire, tout n'est pas forcément nécessaire, mais on a besoin d'avoir une copie locale de la VRAM, de l'OAM dans notre RP 2040. Donc, quand on va passer des instructions sur la Game Boy, le Game Boy instruit le bus d'écrire telle valeur à tel endroit dans la mémoire. Nous, on fait juste exactement ça, et on copie cette valeur dans notre émulation de la VRAM. C'est simplement ça l'idée. En termes d'instructions, on a 16 bits d'adressage et un CPU 8 bits. Donc ça, c'est tous les opcodes du CPU de la Game Boy. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire lire l'assembleur aujourd'hui, juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Voilà le début de ce que le GB Interceptor voit quand on lance Legend of Zelda Link's Awakening. L'intercepteur voit d'abord l'adresse 0100 et presque instantanément on saute à une autre adresse. Donc on va d'abord observer le début, les données, et on peut regarder quel est l'opcode. C'est quelque chose de trivial ici, c'est un op. On peut regarder le prochain, C3, qu'est-ce que c'est? C3, c'est ici un jump. Et donc là, c'est la partie très intéressante et un petit peu complexe. Cette instruction prend 3 octets pour être expliqué au CPU. Mais le CPU ici va prendre 4 cycles pour exécuter cette instruction. C'est-à-dire qu'après C3, on voit 2 octets qui font partie de l'instruction. Ça, c'est l'adresse à laquelle on va jump, l'adresse qu'on va exécuter après. Donc ça, c'est l'opcode, ça, c'est les données. Et après, on voit un 4e octet, parce que le CPU prend un cycle en plus pour exécuter le jump. Et le bus mémoire, lui, ne s'arrête pas. Il y a toujours quelque chose qui se passe sur le bus mémoire. Comme on peut voir ici, à cette adresse, la Game Boy est en train de masquer ça en dehors de l'espace de ROM. Les jeux très simples ne réagissent pas à ça. Donc dans notre cas, c'est simple, on peut juste ignorer ça, c'est quelque chose qui est sur le bus. Mais le CPU est occupé. C'est pas toujours du junk. Si vous êtes un peu familier de ces systèmes, vous pouvez aussi, par exemple, le pointeur de stack qui sont adressés ici. Mais globalement, dans la plupart des cas, on peut ignorer ces données.
ce qui est important ici, c'est qu'on doit comprendre quelles parties sont les opcodes, quelles parties sont les données, et qu'est-ce qui est juste du junk qu'on peut ignorer. Et fort heureusement, on n'a pas besoin de prendre cette décision nous-mêmes, parce que c'est la Game Boy qui décide. Si elle décide de jumper, on n'a pas besoin d'émuler, nous, le programme counter, on voit juste tout simplement la Game Boy nous emmener de force dans le jeu. La Game Boy prend toutes ses décisions elle-même, et nous, on ne peut pas prendre ces décisions pour elle, donc on ne peut pas mal émuler la Game Boy. Tous les if, tous les jumps sont faits par la Game Boy, et nous, on voit juste le résultat de ça sur le bus. Le seul problème avec ça, c'est que dans ces sauts conditionnels, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que dans cet exemple ici que j'ai inventé, à l'adresse 2.0, c'est un saut conditionnel. Si le flag 0 n'est pas 7, donc il faut faire ici une comparaison de valeurs, bien sûr. Et vous voyez ici que ça prend 2 octets, parce que le deuxième octet, c'est l'opcode. Et ça dit qu'on va sauter 5 octets plus loin. Ça, c'est facile. Mais si on regarde ici, l'opcode 2O, ça peut prendre 3 ou 2 cycles. Et ça dépend si le jump a lieu ou pas. Donc pour déterminer ça, il faut aussi qu'on observe l'adresse, parce que sinon, on n'aura pas besoin de regarder les adresses. On pourrait juste suivre les opcodes qui arrivent, mais il faut quand même qu'on regarde l'adresse. Pour savoir si l'adresse a été incrémentée par 1, ça veut dire que le saut n'a pas eu lieu. Et ça, c'est l'instruction suivante, incrémenter le registre P. Dans ce cas ici, le saut a eu lieu, puisque la Game Boy ici a été sympa, a mis le bit O pour sortir ici de l'espace mémoire de la ROM. Et donc ici, on a du junk qu'on n'a pas besoin de prendre en compte, qu'on peut ignorer. Donc ça, c'est des petits détails auxquels il faut faire attention, qu'on essaie de regarder quel code est exécuté en regardant le bus. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, c'est assez clair ce qu'on essaye de faire. À la base, je voulais montrer un petit peu des cas particuliers, mais j'ai réalisé que je monte déjà pas mal d'assembleurs et que j'ai que 45 minutes ou 50 minutes, en tout cas, voilà. Donc, montrons plutôt les parties intéressantes ici. Un problème peut être que les données qui sont retournées des registres IO ne sont pas visibles pour l'intercepteur ici. Un exemple à ça, c'est le registre div. C'est un registre pour les divisions. C'est simplement un compteur qui s'incrémente tout le temps, qui est utilisé par énormément de jeux pour la génération de nombres aléatoires. Donc imaginez que ce compteur s'incrémente en permanence, et si à un moment donné le joueur appuie sur Start, ce numéro est utilisé comme seed pour générer un niveau aléatoire. Le problème, c'est que ça ne nous est pas visible. Dans 90% des cas, ce n'est pas important, parce que ce nombre est utilisé de façon interne par le jeu pour un saut conditionnel. Pourquoi ça marche pas? Ça a le track ou quoi? C'est un peu gênant, parce que je vous montrer à quel point c'est facile d'utiliser ça et ça marche pas dans ma démo. Ok, c'est mieux. Je peux vous montrer ce que je veux dire par là, avec les nombres aléatoires. Vous connaissez probablement tous Tetris. Si vous ne connaissez pas, vous devriez vraiment découvrir Tetris, c'est un super jeu. Et voilà, donc là, si je démarre un jeu, voilà un exemple typique de données aléatoires qui ont été générées. Ça, c'est ce qu'on appelle la pile de déchets. Dans ce mode de jeu de Game Boy, votre but est d'effacer ces lignes qui ont été générées aléatoirement. Et si vous regardez, ok, ce layout correspond. Pourquoi? Parce que les données aléatoires ont été utilisées pour du branching entre dans le code de Tetris lui-même. Donc les nombres aléatoires sont utilisés ici, voilà, dans des sauts pour décider s'il va y avoir un trou ou pas dans les briques qui sont affichées là. Et l'intercepteur ici se contente d'exécuter le code qui est responsable de ce trou. Mais le design dans ces blocs déchets ici, simplement un offset. On ne connaît pas cet offset, c'est simplement une opération arithmétique. Et si vous regardez par exemple en bas à gauche ici, le design n'est pas le même entre la Game Boy et la vidéo interceptée. Et c'est vrai pour une partie des blocs ici. Donc, Tetris est un des exemples dans lesquels ça ne marche pas parfaitement, parce qu'on ne peut pas voir les numéros générés aléatoirement à cause du signal de clock et du contenu du registre div, parce que c'est des registres internes.
Tetris est d'ailleurs un des pires exemples parce que le câble Link, qui utilise aussi des registres de transfert de données, ça fait partie aussi de l'IO. Si vous faites un match à 2 joueurs, vous utilisez le câble Link. Si vous avez déjà fait ça, vous savez peut-être que si vous voyez Mario, vous êtes celui qui a commencé le jeu, vous êtes la console qui contrôle le jeu. Si vous voyez Luigi, vous êtes en 2e place et vous êtes sur la 2e Game Boy. Ce qui se passe, c'est que si votre console est celle qui contrôle, votre console génère la pile de déchets. Et comme on a vu tout à l'heure, vous pouvez voir le même layout qui est visible sur l'intercepteur, mais le design est différent. C'est pas très grave, c'est purement graphique, on peut accepter ça. Si vous êtes le 2e joueur, la première Game Boy génère la pile de garbage qui devrait être la même entre les 2 Game Boy. Mais comme ces Game Boy sont plutôt paresseuses, la première transfère juste l'intégralité des données qui étaient en VRAM par le câble Link à l'autre Game Boy, qui l'écrit juste dans sa mémoire sans faire aucun branchement, aucun check dessus. Ce qui veut dire que du point de vue de l'intercepteur, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans, on voit juste les valeurs par défaut de la mémoire. Donc ça, c'est un exemple où ce système ne marche pas. Vous inquiétez pas, à la fin, je vous montrerai des statistiques de quel jeu marche et ne marche pas. Ça, c'est une exception. Comme j'ai dit, c'est vrai aussi pour les inputs. Quand vous appuyez sur un bouton, l'intercepteur ne peut pas savoir que vous appuyez sur un bouton. Dans la plupart des cas, c'est pas grave, puisque ce que font les jeux, c'est qu'ils lisent ce registre, ils font un saut conditionnel si le bouton A a été appuyé, fait ça, si le bouton B a été appuyé, fait ça, et ensuite exécute du code qui correspond à l'appui sur votre bouton. Donc l'intercepteur ne sait pas si un bouton a été appuyé, mais il se contente de suivre ce que fait la Game Boy en fonction des appuis sur le bouton. Et on sait si Mario a sauté en fonction de ça. Il y a quelques cas où le bit de direction est utilisé par exemple pour inverser des sprites sur l'écran, pour par exemple mettre une image miroir du joueur. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est peut-être qu'ils ne voulaient pas faire de saut conditionnel pour gagner un peu de temps. Ça peut quand même être fait grâce à des fixes qui sont spécifiques à certains jeux que je montrerai après. D'autres petits trucs un peu difficiles, la détection des interruptions par exemple. La Game Boy a un système d'interruption, ça peut être un peu compliqué. Si du code est exécuté depuis la RAM, ça peut se produire dans certains cas. C'est pas aussi grave, puisque nous on a une copie du code qui est en RAM. Ce code doit venir de quelque part, et c'est du code qu'on a pu voir. Les transferts DMA, il y a un mécanisme de DMA spécifique dans la Game Boy pour copier des données dans l'OAM. Et dans ce cas, le bus mémoire se split et on ne peut plus voir les adresses. Donc on a des mécanismes qui permettent de copier des données directement de la cartouche à l'OAM et le CPU ne voit pas ça. Heureusement, dans la plupart de ces cas, il n'y a rien de très important qui est mis dans cette mémoire. Ça nous a par contre permis de trouver des bugs dans certains jeux. Je ne pourrais pas vous montrer ce bug dans une démo, mais vous pouvez me demander plus tard ce que c'est. Et plein d'autres petits cas particuliers. Mais avec ça, on a une copie de la VRAM. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? On peut émuler la stack graphique. Pour ça, je vais d'abord vous présenter brièvement comment marche le système graphique de la Game Boy. Si ça vous intéresse, il y a eu un talk absolument génial par Michel Steyer au 33C3. Je donnerai un lien pour ça à la fin. Je vous conseille d'aller le voir. Ici, je vous donne qu'une idée basique de ce qui se passe. La Game Boy n'utilise pas un frame buffer comme le ferait un périphérique plus moderne qui permet de dessiner toute l'image et de le donner à l'entité graphique pour que ce soit affiché. À la place, il faut afficher toutes ces tiles, avoir toutes ces tiles en mémoire dans la VRAM. Ça, c'est ce qu'on veut. Et comme vous pouvez voir ici dans ces images que j'ai capturées dans un émulateur, tout ce qui est à l'écran, c'est simplement tamponné depuis ces tiles, de ce qu'on appelle la tile map, à ces adresses ici. Une chose que Zelda ne semble pas faire ici, c'est que cette tile map est plus grande que l'écran, et on a donc un registre de scroll qui permet de scroller le fond d'écran. Et en plus de ça, on a d'autres fonctionnalités spéciales, comme par exemple des fenêtres, ce qui affiche ici par exemple le statut en bas, et des sprites que la Game Boy appelle des objets, qui sont ici le joueur et les ennemis par-dessus.
Tout ça, c'est créé à partir de ces tiles. Une autre chose qui est importante à dire, à savoir, c'est que la Game Boy render tout comme un écran CRT à l'ancienne. Donc ligne après ligne, ça écrit de gauche à droite. Et vous pouvez voir ici, dans l'écran à gauche, ça c'est mon écran. Et au bout d'un moment, ça aura affiché tout le reste. La zone verte ici, c'est une zone dans laquelle il y a une espèce d'écran CRT virtuel où le pointeur de cet écran n'affiche pas. Alors, il faut savoir que la Game Boy n'affichait pas ligne par ligne. Ce n'était pas le cas matériellement, mais c'était comme ça que le code était fait à l'époque. Et donc là, en vert, virtuellement, le pointeur est hors de l'écran. Et ça, c'est important pour les jeux parce que quand la PPU est en train d'afficher quelque chose, la VRAM est bloquée, elle n'est pas accessible. Là, comme je vous montrais, la VRAM est bloquée, ensuite accessible, ensuite bloquée, ensuite accessible. Si vous avez l'habitude de ce genre de mécanisme, je sais que c'est une simplification, il y a des timings plus précis, etc. Mais l'idée générale, c'est que les jeux doivent attendre d'être dans la zone verte pour écrire des choses dans la RAM graphique. Ça, c'est ce qu'on appelle à droite le blanc horizontal, en bas le blanc vertical. Donc ça, il y a des lignes entières où le CPU n'est pas interrompu par quelque chose qui est affiché ou écrit à l'écran. Et donc c'est là le meilleur moment pour un jeu pour changer tout l'écran. On peut changer ça pendant le levier blanc, redécider l'intégralité de l'écran. Bien sûr, c'est un petit peu limité. Donc la plupart des jeux vont aussi changer des choses pendant le H-blank, le blanc horizontal. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on a besoin de savoir l'état de la VRAM pour chaque ligne qui est écrite. Parce que si la VRAM a changé entre une ligne et la suivante, il faut forcément qu'on rende des données à partir de du bon état de la RAM pour la bonne ligne. Donc il y a une question de timing qui est importante ici. Et il y a 3 niveaux de choses qui peuvent se passer. Premier, facile, les données de la VRAM ne sont changées que pendant le V blanc, le blanc vertical. Ce qu'on ferait probablement de nos jours. Quand il n'y a rien qui affiche à l'écran, on change les données. Et le timing pour la Game Boy pour faire ça, c'est environ 1 milliseconde. C'est facile, vous voyez que Tetris fonctionne, et Tetris fait ça comme ça. Niveau 2, c'est quand le jeu change des choses pendant le blank horizontal, le H-blank. C'est un peu plus compliqué, mais un exemple qu'on a ici, c'est par exemple qu'on a dans la DOSN, on voit les logos qui vibrent un peu. Ça, c'est parce que c'est fait à partir des tiles de background, et on change ces tiles pendant le H-blank, et ça permet d'avoir cette espèce d'ondulation. Là, ma Game Boy n'est pas très contente. Ok. Vous ne devriez pas faire ça, mais on veut tous le faire. Ok, c'est mieux. Donc, dans les exemples, si vous avez l'habitude des jeux Game Boy, vous savez que ça, c'est un jeu qui est célèbre pour ses effets un peu style Demoscene. Cet effet, tout ce qui veut dire, c'est que le scroll register est modifié pendant le H-blank à chaque fois. Donc on va le refaire une nouvelle fois pour bien voir l'effet. Ça demande une précision de 40 à 60 microsecondes, ce qui dépend bien sûr de ce qui est affiché. Pourquoi ça marche pas là? Ok. Ah, maintenant j'ai plus de sortie à droite. C'est pas cool quand ça se produit sur la scène. Bon, j'ai plus aucune vidéo, merde. Et en plus, mon image est mauvaise sur la Game Boy. Parce que j'arrête pas de plier les trucs. Je vais faire peut-être un peu plus attention avec mon matériel. Bon, on peut réessayer. Je sais pas pourquoi la caméra marche pas, elle. C'est pas super, mais bon. Je vais juste pouvoir expliquer ce que vous êtes censé voir. Bon, je l'ai essayé un peu trop de fois. Est-ce que c'est vraiment ce que je devrais faire? Est-ce que la caméra s'est mise en veille? Non. Bon. Ah, peut-être que c'est ça qui ne marche pas. Bon, maintenant tout est éteint. Ok, bon. Pour ceux qui se demandent comment marchait cette présentation. Ah, maintenant c'est rechargé. Mais là, ça devrait se reconnecter à la caméra. Bon, tant pis, parce que le prochain exemple, c'était celui qui aurait été vraiment cool.
Bon, parce que le niveau 3, du coup, ce serait justement ce jeu-ci, Prehistoric Man. Ça, c'est un jeu. Peut-être que je peux le montrer à la caméra, mais du coup, vous voyez pas ce que fait l'Interceptor avec. En tout cas, si vous regardez le stream, vous pouvez peut-être le voir. Ce que fait ce jeu, c'est que non seulement il met à jour la VRAM pendant le blank horizontal, il fait des changements même pendant que les lignes sont en train d'être dessinées. Donc pendant que la VRAM ne peut pas être modifiée, bon, peut-être que les gens sur le stream peuvent le voir, il y a du texte par-dessus ici qui change pendant qu'il est en train d'être dessiné. Ok, il fallait juste une petite pause. Parfait. Ok, on pourrait essayer donc. Maintenant, il faut juste que je trouve un moyen de récupérer le temps qu'on a perdu. Mais bon, je le remontre à nouveau. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. J'espère que vous me croyez que c'est plus un problème de la présentation ici, des streams de caméra et tout. Vous voyez qu'ici, qui change les choses pendant que les lignes sont en train d'être dessinées. Et pour ça, ils changent la palette de couleurs. Ils ne peuvent pas changer la VRAM, mais ils peuvent changer la palette. La façon dont les tiles sont mappés aux 4 niveaux de gris de la Game Boy. Et donc ça veut dire qu'ils changent la palette toutes les 2 instructions. Ça demande une précision que moi je ne peux pas faire sur le GB Interceptor. Je pense que le problème est principalement que la précision de l'émulation graphique n'est pas suffisante parce que je dois prendre quelques raccourcis pour pouvoir le faire sur un microcontrôleur à basse puissance. C'est pas tellement un problème de savoir comment synchroniser les choses par contre. Donc au-delà de ça, le timing n'est pas vraiment un problème. En général, on a plusieurs mécanismes. Bref, si vous voulez en savoir plus sur Prehistoric Man, j'ai cet article de blog. Vous pouvez aller voir à cette adresse. C'est un jeu qui est vraiment intéressant d'un point de vue des graphismes sur la Game Boy. Donc on a 3 façons de savoir où est la Game Boy. On peut regarder les mécanismes que le jeu utilise pour savoir s'il peut écrire dans la VRAM. Le premier, c'est simplement les interruptions. Il y a 2 mécanismes qui sont utiles ici. La Game Boy a une interruption quand elle entre V blanc ou quand il y a un régime de statut qui permet de mettre de set une certaine ligne qui doit être appelée quand on entre dans cet état. Malheureusement, c'est quelque chose qu'il faut utiliser de façon extrêmement précise. C'est assez compliqué, c'est utilisé que par certains jeux qui ont besoin de cette précision. Donc l'intercepteur peut reconnaître certaines boucles parce que ce registre a été lu et ensuite il y a un saut conditionnel par exemple. Mais bon, ça c'est des choses qui sont assez complexes. Il y a des cas particuliers dans lesquels ça ne marche pas de façon automatique et ça nous mène à avoir besoin de fixes spécifiques à certains jeux. Ce qui veut dire que moi je hash tout ce qui a été mis dans la RAM vidéo et dans l'intercepteur j'ai une collection de hash que j'ai créé en utilisant un émulateur open source, PyBoy dans ce cas-ci, en implémentant ma fonction de hash et en émulant 1600 jeux différents pour mettre en place cette base de données de reconnaissance de jeux, juste pour que les quelques jeux pour lesquels ça ne marche pas, je puisse mettre en place des adresses spécifiques où on sait que ça ne marche pas et que je puisse avoir des correctifs manuels. Ok, donc ça c'est tout ce qui était un peu old school. Maintenant il faut qu'on parle du monde moderne. Moderne entre guillemets, hein, puisqu'on va faire une connexion USB vidéo, enfin de classe USB vidéo, avec un encodage MJPEG. Donc moi quand j'ai créé ce projet à la base, je ne pensais pas que ce serait possible. J'avais pensé à extraire les données et à reconstruire l'image sur une autre machine. Ça aurait été super compliqué parce qu'il aurait fallu avoir un OS complet, installer Python, etc. J'en sais rien. À la place, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'avec TinyUSB, la bibliothèque utilisée par la plupart des projets RP 2040, et ça a le support de la classe USB vidéo. Le problème, c'est que moi, j'avais déjà conçu mon hardware avant, qui ne supporte que USB 1.1, ce qu'on appelait Full Speed USB à l'époque. C'est environ 1 mégaoctet par seconde. Dans le mode isochrone, qu'est-ce que j'utilise? Si vous êtes un nerd USB, voilà les précisions. Ça permet uniquement d'envoyer
60 FPS dans la résolution de 160 par 144 avec 2 bits par pixel, pardon. On pourrait facilement envoyer ça dessus. Le problème, c'est que si on voit les spécifications de la classe vidéo, on peut voir qu'on a des modes de compression vidéo. Au début, je pensais que la compression n'était pas du tout possible. Le RP 2040 est déjà très occupé. Donc si on regarde dans les formats non compressés, on n'a que 4 formats et c'est des formats couleurs. Donc pas 2 bits par pixel, mais le mieux qu'on va faire ce serait NV12, pardon, qui utilise 12 bits par pixel, et c'est déjà beaucoup plus que ce dont on a besoin. Et en plus, c'est des images qui sont super samplées avec un channel de chroma, donc ce qui rajoute 4 bits par pixel en plus. Donc la première version du Shiba Interceptor ne pouvait faire dans ce cas-là que 29 frames par seconde. Alors pour les Européens dans l'audience, ça devrait être bien. 29 FPS, c'est parfait, ça a toujours marché. Le problème, c'est que la Game Boy fait 60 frames par seconde en interne. Et ça, c'est un problème parce que c'est utilisé pour certains effets. Si on regarde par exemple un jeu ici, si je montre ça un peu dessus, Bubble Bobble, vous le connaissez peut-être. Alors, moi, je ne le connaissais pas avant de faire ce projet. C'est un exemple que j'utilise ici parce que ça utilise beaucoup de transparence. Et pour faire cette transparence, il faut ce rafraîchissement. Donc là, il faut regarder par exemple l'histoire d'introduction. Vous trouvez ce même effet par exemple dans Legend of Zelda ou dans des jeux similaires. Parce que quand la Game Boy doit faire de la transparence, bien sûr, elle ne peut pas faire ça avec juste 4 niveaux de gris. Vous pouvez voir que ces bulles ici sont un peu transparentes. Si on regarde l'enregistrement qu'on fait ici et qu'on le réduit, qu'on le ralentit 10 fois, ce qu'on peut voir, c'est que les bulles sont affichées alternativement à gauche et à droite. Et sur l'écran, c'est tellement rapide qu'on ne voit pas cet effet. Sur un écran moderne, vous pourriez peut-être le voir, mais ici, la caméra ne vous permet pas de le voir. Sur l'écran d'origine, ça ne se voit pas, on voit vraiment de la transparence. Mais à 29 frames par seconde, avec l'Interceptor de Game Boy, le GP Interceptor, ça ressemble à ça. Ça marcherait si c'était 30. Parce que le premier intercepteur pouvait déjà faire du frame blending, c'est-à-dire mélanger 2 frames et créer un effet de transparence. Mais à 29, ça ne marche pas. On a l'autre moitié de l'image et on a une fois par seconde cette espèce d'alternance. C'est pas beau. Donc les vrais enthousiastes du monde rétro voulaient 60 images par seconde. Donc j'ai regardé ce que pouvait faire MJPEG et ce que ça nécessitait. Donc pour une introduction très rapide de MJPEG, c'est un système d'encodage vidéo très simple. Il y a 5 étapes pour pouvoir faire un encodage MJPEG. Convertir RGB en niveau de gris et couleur, Luma et Chroma. C'est facile, on a déjà des niveaux de gris. En plus, MJPEG supporte déjà les niveaux de gris purs comme ça. Ensuite, on peut le diviser en blocs de 8 par 8. C'est pas très compliqué, mais ça peut être un peu compliqué si vous voulez adresser chaque pixel séparément. Sur l'architecture 32 bits, par exemple, où on a 4 pixels par octet, c'est compliqué. Et ensuite, il faut calculer les coefficients, la transformation cosinus discret. C'est globalement un peu comme une transformée de Fourier. Et vous pouvez simplement calculer les coefficients en recréant l'image. Si vous n'avez pas déjà regardé les mathématiques derrière ça, vous regardez pour chaque tuile 8 par 8, vous la créez à partir de ces 64 tuiles existantes. Donc si on a par exemple le 0, vous avez 7 tuiles et 7 tuiles, ça crée cette diagonale. Si vous ajoutez cette tuile ici aussi, là on voit que la gauche et le haut s'annulent et ça vous donne cette espèce de coin ici. Avec différentes superpositions de ces tuiles ici, vous pouvez recréer l'image. Donc c'est facile quand on a des choses juste horizontales par exemple, on n'a que quelques tuiles nécessaires. C'est le problème ici, c'est qu'il faut calculer ces coefficients et ça c'est pas très rapide. On peut créer une table de lookup, mais les calculs restent quand même plus lents que ce qu'on peut faire sur le RP 2040. Et au fait,
Juste pour votre information, ça, c'est pas encore là où la compression arrive. Ça, c'est pas l'OSI. On pourrait reconstruire exactement l'image avec ça. La prochaine étape, c'est la compression, c'est quand on quantise ces coefficients en perdant de la précision, en enlevant les fréquences hautes. Et avec cette quantisation, on accepte des erreurs. Et si on fait ça, on a des artefacts typiques de JPEG qu'on a l'habitude de voir. Donc ça, c'est la partie où on a des pertes. La transformation des coefficients discrets, c'est pas très compliqué, on pourrait le faire, mais j'avais déjà abordé à cet endroit-là. Et en plus, après ça, il faut faire un encodage, les encodages communs, encodage Hoffman, que je ne vais pas expliquer ici, c'est juste qu'on a un nombre de bits variant. Les chaînes de bits plus courtes, c'est un pattern plus court. Enfin, les chaînes plus communes sont un pattern plus court, les patterns plus longs, moins courants sont un pattern plus long. C'était difficile d'avoir cet encodage dessus. Le fait est que le PC s'en fout d'avoir cet encodage-là. Le contrôleur aurait pu avoir du mal. Donc je me suis dit, moi, que c'était pas possible, j'ai pas assez de ressources pour faire tout ça, j'ai atteint la limite. Et là, quelqu'un m'a contacté sur GitHub et a dit, Ikatsuchi, j'espère que je prononce ton nom correctement. Il y a quelqu'un qui rigole, donc c'est probablement pas correct. Et quelqu'un qui dit, est-ce qu'on pourrait pas juste agrandir l'image par un facteur de 8? Et là, on aurait un facteur de compression de 5 bits par pixel. Alors, regardons comment ça marche. Si on upscale comme ça, on a 1280 par 1152 pixels. C'est presque du Full HD, donc ça n'a pas l'air de bien partir. Mais si on regarde la conversion de RGB en niveau de gris, facile, c'était déjà trivial avant. Diviser ça en 8 par 8, c'est encore plus trivial, parce que maintenant, chaque 8 par 8, c'est un des pixels qu'on a affiché. Calculer la transformée des cosinus discrets, c'est encore plus trivial, parce que si on regarde dans notre exemple ici, les blocs homogènes, c'est juste cette tile d'en haut à gauche. C'est ce qu'on appelle le DC, la fonction continue. Et on a juste besoin de changer la luminosité. Ça, c'est complètement homogène. On n'a pas besoin de faire le reste des calculs ici pour encoder cette tuile DC, cette tuile directe. La quantisation est encore plus triviale maintenant parce qu'on a juste 4 niveaux de gris. Donc, si on autorise le frame blending, il y a un peu plus de niveaux de gris à cause des mix, mais on a quand même une limite de quantisation par rapport à ce qui est permis par JPEG. Et l'encodage, j'ai pas le temps de l'encoder ici. Il avait raison aussi, puisque dans cet exemple, le nombre de bits nécessaires change et on se retrouve avec exactement 5 bits par bloc. Et donc ça veut dire que maintenant, avec juste ces deux lignes qui vont être exécutées sur le CPU, je sais que c'est un peu difficile de lire du code comme ça, mais ça c'est l'intégralité de l'encodage. Si vous êtes vraiment, si on a vraiment besoin de respecter les temps, il va falloir qu'on se dépêche ici, mais l'idée ici c'est que avec l'encodage ici, on fait juste une différence par rapport au pixel précédent qui a été encodé. Pour tous les entiers de 32 bits ici, ça représente 4 pixels, donc on doit les décaler par un bloc ici, puis on prend la différence et on prend un des pixels et on l'envoie pour la prochaine itération. Donc ces deux lignes encodent 4 pixels par 4 pixels et ça c'est écrit dans les PIO. Et c'est là où toute la puissance restante du RP 2040, c'est qu'on met ce programme-là dans les PIO. Et après, on doit encore implémenter le chaînage des DMA. Pardon, on utilise le chaînage de DMA, ce qui permet au PIO de lire la RAM directement. Donc le CPU transforme 16 pixels, enfin 32 pixels, les sépare en deux, en 16 et en 16, les envoie sur deux PIO, et le CPU s'en fout du résultat, puisque les PIO peuvent écrire par DMA directement dans l'autre rangée de PIO. C'est ça qui permet de les chaîner. Donc le premier niveau de PIO split ça en deux autres machines à état qui s'occupent, elles, chacune de 8 pixels et transmettent les résultats des calculs de ces 8 pixels directement dans la RAM. Il y a deux autres lignes qui permettent de faire le chaînage et la reconstruction des résultats par DMA. Mais ce que ça veut dire ici, c'est que tout ce que le CPU a à faire, c'est de temps en temps pousser les pixels dans ces PIO et ensuite le hardware s'occupe d'écrire directement le résultat dans la RAM.
Donc ça nous permet de faire tout ça. On peut faire 60 FPS avec ça, mais si on regarde les spécifications, ça nous dit, haha, il faut un canal de couleur. Donc il faut quand même faire du subsampling 2 fois. Et donc malheureusement, il y a maintenant 2 modes pour le GP Interceptor. Le mode qui marche partout, qui permet de faire 30 FPS. Et l'autre qui est, et donc où on a du coup un canal de couleur. Vous appuyez qu'il soit gris, vous pouvez le changer en vert ou en ce que vous voulez. Et on a aussi le mode 60 FPS, où on a quand du MJPEG qui accepte purement du JPEG. Et ça, c'est facile pour la plupart des logiciels. On a fait par exemple une modification d'OBS, la dernière version d'OBS accepte 60 FPS sur tous les systèmes d'exploitation modernes. Et c'est comme ça que je peux vous montrer maintenant. Allez, allez. La super histoire. Voilà. Et maintenant, vous pouvez imaginer comment ça marcherait. Là, on a la version 30 FPS avec le frame blending. Et là, vous pouvez voir que ça ressemble exactement à ce qu'il y a à l'écran. Et avec ça, on a la compatibilité MJPEG. Et avec ça, on peut arriver à la conclusion et les liens pour les informations. Donc voilà la liste des choses compatibles. Alors, je n'ai pas tous les modèles de Game Boy, moi j'en ai quelques-unes que vous pourrez essayer aussi si vous voulez voir tout à l'heure. Mais ça marche sur presque toutes les Game Boy de Nintendo, ceux qui peuvent faire tourner les jeux originaux. Mais uniquement les jeux en noir et blanc, enfin en niveau de gris. Donc sur les Game Boy Color, ça fonctionne, sur les Game Boy Advance, ça fonctionne. Si vous avez un jeu en niveau de gris, ça ne marche pas avec l'Analog Pocket, tout simplement parce que les interruptions, la détection d'interruption est légèrement différente. Je me suis dit il y a un an que j'allais réussir à résoudre ça et ça casserait autre chose de faire ça. Et on a aussi quelques modes, comme par exemple la Game Boy Color, des choses un peu exotiques. J'ai pas de Game Boy Color, donc je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Alors, bon, je sais que j'ai plus de temps, mais j'ai quasiment fini. On a un total de plus de 200 jeux, y compris 8 jeux hybrides et 5 cartouches spéciales. Cela fonctionne. Quelques-uns avec 8 avec des glitches très mineurs. Et on n'a que 4 jeux classiques et une cartouche spéciale, celle de Blaze Exploder. Celle-là, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas débugger ce qui se passe. Et les autres 4 jeux classiques ont tellement de jeux que c'est un peu inutilisable. Ça marche sur Linux, Windows, macOS. Sur Android, je l'ai dit, ça ne marche pas avec la plupart des apps qui n'acceptent pas les caméras externes. Celles qui l'acceptent n'ont pas forcément le bon niveau de qualité. Donc comme je l'ai dit, il ne devrait pas y avoir de problème de driver, c'est simplement du MJPEG sur une caméra externe. Avec ça, comme je l'ai dit, si vous voulez savoir comment marche la Game Boy, allez regarder le Ultimate Game Boy Talk par Michael Style, qui a aussi été traduit en français. C'était au 33C3. Vous pouvez aussi lire pour les détails gbdev.io. C'est un repository en domaine public de tous les gens qui ont quelque chose à dire sur la Game Boy. Il y a tout dedans. Surtout les pandocs dessus. Et d'autres choses de moi, il y a mon blog, il y a le GB Interceptor à thereota.b/Game Boy Capture Cartridge. Vous pouvez le trouver sur Mastodon, vous pouvez me trouver sur YouTube également, vous pouvez trouver mon GitHub. Et dernière annonce, vous pouvez me trouver à 22 h ici à la House of Tea, en face de la salle 1. Et si vous voulez parler avec moi de quoi, des détails de ceci ou d'autres choses, si vous voulez toucher cette superbe Game Boy en bois, vous pouvez venir me voir, je serai là-bas. Et maintenant, merci beaucoup. Désolé d'avoir dépassé le temps imparti. Waouh, quelle présentation incroyable, quel travail d'amour. Je suis sûr qu'on aura des questions. On a 4 micros dans la pièce. On a aussi un Signal Angel qui a des questions d'Internet pour nous. Alors, question. Déjà, super impressionnant, incroyable.
Est-ce que tu peux éclaircir pourquoi est-ce que le fait d'avoir 60 FPS, c'est qu'on a une capture lossless sur la machine? Réponse oui, sauf pour les erreurs qui viendraient de l'intercepteur, bien sûr. Donc, quand vous avez vu les mauvaises tuiles sur Tetris, ça c'est quelque chose qui n'est pas corrigé par MGPEG. Mais oui, je ne l'ai pas dit. Le codage MGPEG ici est lossless parce que la résolution du composant DC, du composant direct du MGPEG, est supérieure à la diversité des pixels. Parce que les pixels sont solides ici. Alors, il y a des cas où l'écran peut être éteint par le jeu, et dans ce cas-là, ce ne serait pas visible par l'intercepteur. Mais à part ces cas particuliers, pour ce qui est de l'encodage est lossless. Et vous aurez normalement toutes les frames du jeu. Nouvelle question du micro 1. Est-ce que vous avez essayé de deviner rétroactivement les valeurs que vous n'avez pas pu observer, par exemple en regardant les branchements qui ont été faits et essayer de deviner les valeurs et corriger les graphiques après? Alors, réponse oui. La plupart des fixes spécifiques à un jeu sont faits comme ça. Ce que je ne peux pas faire, à cause des ressources limitées du processeur, c'est garder en mémoire toutes les branches possibles et ensuite retrouver entre quoi une branche a été prise, décider de deviner les données qu'on menait à prendre cette branche. Donc, je ne peux pas le faire dans le cas général. J'ai des versions simplifiées à cause des ressources limitées du RP 2040. Et avec ça, je peux simplement implémenter certaines adresses particulières. Et quand le code va à cette adresse-là, je sais qu'une valeur spécifique était là. Donc, par exemple, quand je dis qu'on n'a pas... sur certains jeux, on doit connaître les entrées, les boutons qu'on peut appuyer pour inverser des sprites. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai une base de données de certains jeux dans l'intercepteur qui dit si le jeu arrive à telle adresse précise, on doit flipper tel sprite parce que telle donnée était présente, tel bouton a été pressé. Peut-être qu'un jour, il faudra que je fasse une nouvelle version avec un processeur plus rapide, ce qui permettra de suivre plus de données. Mais à l'heure actuelle, c'est ça qu'on a. Une nouvelle question. Merci pour cette super présentation. J'ai une question, pas à propos du contenu de présentation, mais à propos de la présentation elle-même. Vous avez de la magie pour avoir ces super slides avec les vidéos dedans. Alors, réponse, l'outil que j'ai utilisé, c'est un éditeur de texte et c'est tout simplement une page HTML ici avec un peu de JavaScript dedans. Et ça marche aussi sur tous les systèmes d'exploitation comme ça. Nouvelle question. Est-ce que tu as essayé avec des modules de cheat comme le Game Genie, le Game Shark? Alors ouais, c'est un peu ridicule si vous faites ça. J'en ai un ici. Vous voulez voir ce que ça donne, hein? Bon, alors je connais pas de cheat code comme ça, donc je peux pas vraiment le faire pour vous, mais je l'ai essayé, ouais. Il faut commencer par se poser la question de dans quel sens on met les cartouches, parce que bien sûr il faut mettre l'intercepteur plus près de la Game Boy que le Game Genie. Il faut voir ce qui... Parce que bien sûr, le Game Genie intercepte des choses sur le bus. Donc si on met l'intercepteur derrière le Game Genie, ça ne marche pas. Donc il faut mettre ça à l'envers et l'autre à l'envers par-dessus. Parce que le Game Genie forcément inverse le sens. Donc bon, je ne recommande pas de faire ça, mais ça fonctionne. J'ai essayé. Bon, je vais l'enlever maintenant parce que je m'inquiète de l'intégrité mécanique de ma Game Boy. Nouvelle question. Talk super, présentation incroyable. Quid de l'audio? Réponse. Alors oui, j'aurais dû m'attendre à cette question. Dans la première version, je voulais pas faire de l'audio, j'étais juste content d'avoir fait la partie graphique. Et si vous voulez streamer du son, vous pouvez simplement connecter un jack sur la sortie audio. Mais j'y ai pensé quand même, et je me dis que c'est pas si difficile si vous ne voulez pas avoir une représentation parfaite. À cause du DMA chaîné, il peut être utilisé de façon très utile pour sauter dans des lookup tables, pour par exemple reproduire une fonction de sinusoïde. Donc je pense que ça peut être fait, mais là avec l'encodage MGPEG, j'utilise déjà quasiment toutes les ressources qui sont disponibles sur mon RP 2040, donc je ne pense pas avoir de place pour faire le son. J'ai dans ma to-do list d'essayer de le faire, mais je ne pense pas avoir assez de performance que je peux extraire de ce processeur pour faire ça. Donc voilà, pour tout le monde à l'heure actuelle, il faut utiliser le jack old school.
Dernière question, s'il vous plaît. Super talk, merci. Quelle est la latence de la vidéo à cause du canal USB, etc. Réponse, j'ai pas les chiffres en tête. Je voulais faire une Q&A où j'essayais avec une ancienne version avec NV12. C'était mieux que ce à quoi je m'attendais, mais c'était pas assez bien pour jouer dessus. Je dois admettre que je n'ai pas les chiffres en tête. J'ai réussi à minimiser ça pas mal, mais pour des vrais enthousiastes des jeux rétro qui préfèrent jouer sur un FPGA plutôt qu'un émulateur, par exemple, si c'est ça la question, moi je peux jouer en regardant l'écran, mais si vous êtes quelqu'un qui a vraiment maîtrisé des jeux rapides, je pense que ça leur plairait pas. Encore une question? Est-ce que ce genre de streaming vidéo avec le RP 2040 a été essayé pour d'autres formats vidéo? Dans d'autres projets, je veux dire. Réponse, je crois pas. J'ai eu cette suggestion de quelqu'un sur GitHub, c'est pour ça que je l'ai cité ici. J'ai pas trouvé d'autres exemples de ça. Il faut savoir que c'est quelque chose de très spécifique à la Game Boy, ce que j'ai fait ici, spécifiquement aux images de la Game Boy. Vous ne pourriez pas utiliser cette technique pour n'importe quelle autre image. C'est limité au niveau de grille, avec forte quantisation. Et bien sûr, si vous voulez une image plus grande, n'oubliez pas que l'hôte doit être capable de savoir que l'image a été scalée x8. C'est OK pour une petite image, mais si vous essayez d'encoder une image Full HD, alors peut-être que le microcontrôleur serait capable de le faire parce que c'est une tâche très simple, mais l'hôte qui va recevoir cette image, lui, c'est 8 fois plus de mémoire à cause des 8 fois plus grands, l'image est 8 fois plus grande. Donc je ne sais pas si c'est applicable à beaucoup d'autres projets, mais j'aimerais beaucoup voir quelqu'un qui a fait ça ailleurs. Et avec ça, je pense qu'on est à la fin de nos questions et à la fin de notre temps. Super coïncidence. Je vous demanderai d'applaudir Sébastien pour ce talk incroyable et cet effort incroyable.